Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo What's New du mois de mars. Vous commencez à avoir l'habitude, les vidéos What's New n'arrivent plus le premier mercredi du mois de mars parce que depuis le début de l'année, je suis complètement à la ramasse au niveau des vidéos et du coup, aujourd'hui, je suis encore à la bourre pour cette vidéo. Je suis carrément à la bourre, mais ça va pas m'empêcher de vous parler de beaucoup de titres, 19 mangas aujourd'hui et du coup, j'arrête de blablater et je commence sans plus tarder à vous présenter un premier shonen qui est Shaman King Flower qui va être publié chez Kana. La série est terminée en 6 tomes. C'est écrit par le même auteur que la série Shaman King et c'est la suite directe du précédent manga, sauf qu'à la place des personnages principaux du manga d'avant, eh bien il va y avoir les enfants de ces personnages principaux et il va encore y avoir un tournoi Shaman Fight et j'en sais pas plus. J'ai pas encore commencé la série principale donc je note que celui-ci va sortir, mais j'attendrai de voir si la première série me plaît avant de l'acheter, donc ce sera pour plus tard, mais comme il sort ce mois-ci, eh bien je vous en parle quand même. Le deuxième titre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est aussi une suite de série, ça va être publié chez Mana Books et c'est la suite de Danganronpa, ça s'appelle Danganronpa 2 et la série est terminée en 3 tomes. Et cette fois encore, l'auteur ça va être le même pour les deux séries et il faut savoir que Danganronpa, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne, même avant qu'il sorte en France, puisque c'est un manga que j'avais ramené des États-Unis. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et dans le petit. Donc ce manga, c'est un survival game à la base qui se passe dans un établissement scolaire. Et cette fois-ci, pour le deuxième opus, il va y avoir aussi un survival game entre des élèves, mais pendant un voyage scolaire sur une île paradisiaque. On n'en sait pas plus dans le résumé. Je n'en sais pas plus parce que j'ai pas lu d'extrait, mais comme c'est la suite directe du premier et que j'ai bien aimé le premier, eh bien je m'y intéresserai, même si je pense qu'il n'est pas tout en haut de ma liste. Je préfère commencer d'autres séries avant. Mais voilà, je vais quand même l'acheter puisque c'est la suite et que vous savez que j'aime bien lire les suites et me faire un avis, même si parfois le concept est trop repris, trop usé sur certaines séries, mais là je pense pas que ça va être le cas, en tout cas j'espère pas. La série est courte, terminée en 3 tomes, de toute manière je ne prendrai pas un gros risque, donc je le mets sur ma liste, mais pour un peu plus tard. Je passe maintenant aux séries que j'ai déjà lues et je commence par Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, qui est très dur à prononcer encore. J'en ai parlé le mois dernier parce que cette série aurait dû être publiée le mois dernier, mais en fait elle sort que en mars. Et donc du coup je vous retrouve avec le titre, je l'ai lu donc je pourrais le présenter un petit peu mieux. C'est publié chez Ototo et c'est terminé en 2 tomes. Dans ce manga on va découvrir Mei, une jeune fille très connue puisque depuis son enfance elle est une actrice et jusqu'à très récemment elle crevait l'écran par son talent. Sakuta, le héros de l'histoire, sait comme tout le monde qui elle est puisqu'elle est très connue, mais il ne lui avait jamais parlé bien qu'elle fasse partie de la même école que lui, jusqu'au jour où il va la croiser à la bibliothèque. Et il va pas la croiser dans une tenue anodine, elle est habillée en bunny girl et il semblerait qu'il soit le seul capable de la voir. Et pour cause, depuis peu Mei vit une situation étrange, peu à peu elle disparaît et devient invisible pour la majorité de la population. Pas pour tout le monde, pas tout le temps, mais ça devient quand même problématique. À moins que finalement, parfois, ça l'arrange bien d'être invisible aux yeux de tous. Je ne vous en dirai pas plus, mais sachez que dans ce manga, on va suivre la rencontre et la relation entre ces deux personnages. J'ai trouvé le titre vraiment sympa et j'adore particulièrement la personnalité de Sakuta que je trouve très drôle et j'adore la répartie qu'il a, il m'a fait vraiment mourir de rire. Le chara-design est vraiment très beau, le seul bémol que je pourrais dire, c'est qu'il y a encore une relation entre un frère et une sœur qui n'est pas vraiment très normale. La petite sœur vient dormir dans le lit de son grand frère, mais encore il y en aurait un qui aurait 6 ans et l'autre 20. Peut-être, mais là ils ont l'air d'avoir à peu près le même âge et la petite sœur elle a l'air de pas être vraiment très contente s'il se trouve une petite amie ou des trucs comme ça. Donc là c'est vraiment un bémol, je trouve ça dommage. En plus pour l'instant ça n'apporte rien à l'histoire, donc voilà, ça m'énerve encore ces relations frères et sœurs, mais bon je passerai au-dessus parce que je trouve que Sakuta est vraiment très marrant et que l'histoire est pas mal. C'est juste ça qui m'a un petit peu dérangée parce que vous savez si vous regardez mes vidéos que je déteste les relations entre les frères et les sœurs. Si par contre vous ça vous dérange pas du tout, eh bien foncez parce que ce titre qui est terminé en 2 tomes est vraiment sympa et en plus c'est adapté d'un animé, donc si vous n'avez pas envie de lire le manga, eh bien sachez qu'il existe un animé que vous pouvez regarder et donc si le pitch vous plaît, vous avez aucune excuse pour pas vous y intéresser. Le deuxième titre que j'ai déjà lu c'est Drifting Dragons qui va être publié chez Pika, la série est en cours avec 8 tomes
tomes, c'est un seinen et il existe aussi un animé pour celui-ci. Ce manga nous propose d'embarquer sur le Queen Zara, un dirigeable qui sillonne le ciel à la recherche de dragons à chasser. Son équipage est hétéroclite et chacun y travaille pour des raisons personnelles. Que ce soit pour fuir des problèmes, trouver un sens à sa vie ou tout simplement manger du dragon, au final tout le monde y trouve son compte. Sans véritable attache, les dragonniers chassent au fil des rencontres et ils mettent le pied à terre seulement pour vendre les morceaux de dragon et récolter de l'argent. Toujours pressés d'acheter leurs marchandises, les habitants des lieux où ils font halte sont aussi très pressés de les voir repartir. S'ils sont si pressés de les voir repartir, c'est parce qu'ils ont peur que les dragonniers attirent les dragons, ce qui est une fausse rumeur qui court sur eux, mais du coup à cause de cela, eh bien ils n'ont aucun port d'attache et ils ne font que voyager. Takita est une jeune fille qui vient de rejoindre l'équipage et comme nous, elle va découvrir au fil des pages la vie dans les airs. J'ai trouvé ce titre vraiment très sympa, j'ai vraiment bien aimé les dessins qui ont une patte un petit peu particulière, un petit côté steampunk qui n'a pas été pour me déplaire et j'ai trouvé l'histoire très intéressante. En plus il est question de manger des dragons, je vais pas vous cacher que ça m'a mis l'eau à la bouche et qu'à des moments j'ai eu envie de goûter ces petits morceaux de barbac, surtout le petit sandwich au steak de dragon, là je l'aurais bien mangé et du coup de l'aventure, un petit côté steampunk, de la bouffe, est-ce qu'il en faut plus pour me séduire? Je ne crois pas. Et je passe sans plus tarder au titre suivant qui est Why Nobody Remember My World qui est publié chez Doki Doki, c'est un shonen qui est en cours avec 4 tomes. Dans ce monde, plusieurs races coexistent et elles ne cohabitent pas très bien puisqu'il y a eu une grande guerre et l'humanité en est ressortie grande vainqueur. Elle a scellé les 4 autres races dans des grands tombeaux et depuis, eh bien, les habitants doivent veiller au fait que ces tombeaux restent bien entendu scellés, sinon ça va re-être la catastrophe sur Terre. Kei, le héros de l'histoire, fait partie d'une des équipes qui doit veiller chaque jour au fait que les tombeaux restent intacts et qu'il n'y ait pas de problème et il a une vie plutôt paisible puisque en fait, eh bien, depuis des années, il ne se passe strictement rien. Il se passe rien jusqu'au jour où pour une raison inconnue, eh bien Kei va se retrouver dans un monde qui n'est pas du tout celui qu'il connaît. Pour une raison inconnue, l'histoire a été totalement réécrite et l'humanité n'a pas du tout gagné la guerre, elle a été réduite en esclavage par les démons et si toutes les personnes qu'il connaissait eh bien, sont encore là, eh bien personne ne se rappelle de lui, et personne ne se rappelle de l'histoire que lui, il a connue. Forcément déconcerté par tous ces changements et par le fait que, eh bien, l'histoire qu'il connaisse n'a jamais existé, il va décider de se rendre dans les tombeaux où normalement étaient scellées les autres races, et il va y faire une découverte, je ne vous dirai pas laquelle, puisque sinon je vous spoil tout le tome 1, et ça ne sert strictement à rien. Je trouve qu'un des plus gros points forts de ce manga, c'est son chara-design, les dessins sont vraiment sublimes, les personnages sont juste trop beaux, et rien que pour ça, ça me donne envie de continuer l'histoire, bien que je suis un petit peu sur la réserve par rapport au pitch. Alors je trouve que l'histoire est très intéressante, mais je trouve que le tome 1 plante le décor mais ne nous donne pas assez d'informations. Alors c'est normal pour un tome 1 vous me direz, mais je trouve qu'il y a des informations qui sont juste effleurées. Et on nous en parle pas plus et ça aurait mérité d'être un petit peu approfondi parce que j'ai peur qu'en fait on revienne pas sur ces choses-là et qu'on parle seulement de la nouvelle temporalité dans laquelle le héros se retrouve et qu'on ne reparle pas forcément de avant. On verra, peut-être que je me trompe, mais c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. J'ai pas réussi à 100% à rentrer dans l'histoire à cause de ça, bien que je trouve l'idée de faire un voyage dans un univers parallèle très intéressant. Puisque d'habitude dans un isekai, le personnage est téléporté dans un autre monde et il ne connaît personne, c'est pas du tout le même univers, c'est souvent des univers de fantasy, etc. Là, le personnage est téléporté dans un univers qu'il connaît, il connaît tout le monde, mais personne ne se souvient de lui, et personne n'a les mêmes souvenirs que lui, donc l'histoire a totalement été réécrite, et il est le seul à se souvenir de la réalité, comment elle aurait pu être, mais finalement, eh bien ce n'est pas ça, et les humains sont asservis, etc., et donc il doit jouer, et il doit faire avec ses souvenirs et avec la réalité. Ça c'est vraiment très intéressant et très original, et donc du coup j'ai quand même hâte de voir comment ça va se passer par la suite. Est-ce que mes peurs vont être confirmées et on va avoir quelque chose qui est pas trop dans l'explication, ou est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va vraiment être très bien et on va avoir les réponses à toutes nos questions et du coup l'histoire va pouvoir continuer, et ça serait vraiment cool que ça se passe comme ça parce que j'aime tellement les personnages, je les trouve tellement beaux que j'ai envie de continuer l'histoire et j'ai envie qu'elle soit aussi belle que les petits personnages. Donc j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 2 sorte pour voir si mes peurs sont confirmées ou si je me suis complètement fourvoyée. En tout cas c'est une affaire à suivre. Le titre suivant que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Chainsaw Man qui est publié chez Kazé. La série au Japon est en cours avec
6 tomes, c'est un shonen et c'est par l'auteur de Fire Punch. Le héros de cette histoire, Denji, vit une vie très difficile depuis toujours puisqu'il est obligé d'éponger les dettes qui ont été contractées par son père avant sa mort auprès de Yakuza. Pour rembourser cet argent, il travaille dur comme Devil Hunter aux côtés d'un chien démon tronçonneuse qui s'appelle Pochita. En plus d'être un atout indéniable pour réussir à chasser et tuer des démons, eh bien ce petit Pochita est aussi le seul et unique ami de Denji. Ensemble, ils travaillent très dur et mènent une vie frugale, vraiment très frugale, à tel point que les rêves de Denji pourraient nous paraître dérisoires. Ses rêves, c'est de serrer un jour une fille dans ses bras et de manger une tartine avec de la confiture. Malgré les difficultés, il continue de lutter chaque jour pour sa vie. Malheureusement pour lui, un démon va entendre parler de lui, et un démon, eh bien, il voit pas forcément ça d'un bon oeil, quelqu'un qui chasse les démons et qui les tue, et du coup, il va se débrouiller pour essayer d'assassiner Benji et Pochita, et il va y parvenir. Il va blesser mortellement Denji, mais Pochita va décider de fusionner avec lui, de lui donner sa vie pour qu'il puisse bien survivre et réaliser ses rêves, et du coup Denji va devenir un espèce de démon tronçonneuse humanoïde un petit peu bizarre. Comme vous pouvez voir sur la couverture, il a vraiment une tronche pas commune. Cette fusion va lui permettre de changer radicalement de vie puisqu'il va se faire repérer par une organisation de chasseurs de démons. Est-ce que le fait de se faire recruter par une organisation va lui permettre de réaliser ses rêves? Je vous laisserai lire le manga pour le savoir. J'ai vraiment bien aimé ce tome 1 et on sent que le manga peut avoir un gros potentiel avec ce héros qui est vraiment atypique et qui est seulement mu par ses rêves. En fait, tout ce qu'il veut, c'est réaliser ses rêves. Alors qu'est-ce qui va se passer s'il les réalise? Est-ce qu'il va en avoir des nouveaux? Est-ce que il va plus avoir de but vraiment? On ne sait pas vraiment dans ce tome 1, et de toute manière ce que je sais je vous le dirai pas sinon je vous spoil, mais par contre je mets quand même une réserve, c'est que j'avais adoré le début de la série Fire Punch et j'ai été énormément déçue. Plus j'ai lu la série, plus j'ai été déçue et j'ai vraiment pas aimé la fin. Alors en fait je l'ai même pas comprise. Si vous avez lu Fire Punch et que vous avez compris toute la série, expliquez-le moi en commentaire parce que moi j'ai pas compris en fait c'était quoi le message de l'auteur, c'était quoi le but de cette série. Au début c'était vraiment très bien parti, mais vraiment la fin j'ai rien capté. Donc du coup j'ai mis quand même une petite réserve pour Chainsaw Man parce que le départ est fulgurant et très bon, mais est-ce que la série ne va pas me décevoir comme Fire Punch? Pour l'instant je peux pas le savoir puisque je l'ai pas lu, mais j'en ai très peur. Les titres suivants je ne les ai pas en version papier, je les ai lus en PDF puisque ce sont tous les deux des mangas qui vont être publiés chez Kana et que comme d'habitude j'ai reçu les PDF. Le premier ça va être un seinen qui s'appelle Just Not Married et qui est terminé en 5 tomes. Vous l'aurez sûrement compris, mais ce titre va parler de mariage ou plutôt du non-mariage des deux personnages principaux de ce manga qui sont en couple depuis 10 ans mais qui ne sont toujours pas mariés. Le manga est fait de manière super originale puisque les chapitres vont s'enchaîner avec une fois le point de vue de la fille et une autre fois le point de vue du garçon, et on a même parfois des petits bonus à la fin du tome 1. Il me semble qu'on a le point de vue d'une autre personne qui raconte la situation, comment elle l'a vécu de l'extérieur. C'est donc super intéressant de voir différents points de vue et de voir ce que peut penser la fille quand elle vit une situation et de voir comment le garçon lui vit la même situation, et souvent on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes de compréhension et qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être arrangées si seulement ils se parlaient un petit peu plus, parce qu'il y a pas mal de non-dits et du coup parfois en fait il n'y a pas de problème, mais il se crée des problèmes juste en se disant pas les choses. Et c'est là qu'on se rend compte que la communication dans un couple c'est quand même super important. J'ai vraiment adoré ce tome 1, j'ai eu un gros coup de cœur, j'aime bien l'histoire, j'aime bien la manière dont elle est racontée de manière originale avec les deux points de vue, et j'aime aussi les sujets abordés, alors notamment ce sujet du fait de pas se marier. Après je pense que c'est beaucoup plus problématique au Japon qu'en France, parce que moi par exemple mes parents ont été presque 20 ans ensemble, ils se sont jamais mariés, et même si c'est vrai en primaire j'étais la seule à avoir des parents qui n'étaient pas mariés et les autres enfants avaient un petit peu de mal à me croire, plus ça va, moins c'est un problème. Et il y a beaucoup de gens en France qui sont en couple maintenant depuis très longtemps. Moi j'ai des amis, ça fait plus de 10 ans ils sont ensemble, ils ne sont pas mariés et personne n'y voit de problème. Mais il semblerait qu'au Japon ça soit pas exactement la même chose. Et du coup ça rend le manga encore plus intéressant puisque ça permet de découvrir un petit peu une autre culture. Et puis même si on ne se base pas sur le mariage mais sur les problèmes de communication que peut avoir le couple, c'est vraiment des sujets qui sont pas forcément beaucoup abordés dans les mangas. C'est un manga sur la vie de couple mais qui est beaucoup plus adulte qu'un shoujo qui va nous raconter une histoire d'amour naissante. Là on est vraiment dans des problèmes qui peuvent exister dans des couples au quotidien, le fait de maintenir l'amour, le fait de communiquer, le fait de réussir à s'adapter à l'autre et de vivre
plus ou moins en harmonie. Les questions sur la famille aussi, il y a des questions sur le fait de ne pas s'entendre avec sa famille, de communiquer avec ses parents, etc. Enfin, c'est vraiment très bien fait, très complet, et moi, j'ai adoré. Pour vous résumer le titre, je vous dirais que c'est un manga qui aborde la thématique du couple de manière originale et très adulte et très juste, parfois de manière sérieuse, parfois de manière drôle. Et si vous avez envie de découvrir des histoires d'amour un peu différentes de ce qui se fait de manière plus globale dans le shoujo, eh bien je vous le recommande fortement. Le dernier titre que j'ai lu est aussi publié chez Kana dans leur collection Made In, c'est un one-shot qui s'appelle Ma vie en prison. D'autres titres de cet auteur ont déjà été publiés dans la collection Made In, c'est L'année de la résistance et La vie des gosses, mais je ne les ai pas lus pour l'instant, mais franchement j'ai envie de m'y intéresser parce que l'auteur a vraiment une manière particulière de raconter les histoires. Et ce titre en particulier, il s'agit d'une œuvre autobiographique puisque l'auteur va nous raconter les 8 mois qu'il a passés en prison en Corée du Sud à la fin des années 90. Il a été suspecté de faire de l'espionnage pour la Corée du Nord, ce qui était totalement faux, mais comme il faisait partie d'un mouvement étudiant qui dénonçait la corruption du gouvernement, eh bien le gouvernement n'aimait pas trop ça, et à l'époque, eh bien le gouvernement coréen a fait enfermer plein d'étudiants. Son matricule, le 3876, va être sa nouvelle identité, et il va devoir vivre avec 8 autres codétenus dans une cellule de 16 mètres carrés. On va le suivre dans son quotidien et dans sa lutte pour faire entendre sa voix, ses droits et ses idées. On va découvrir les moyens ingénieux qu'ils vont mettre en place pour essayer de communiquer entre eux puisque les étudiants qui sont enfermés dans la prison n'ont pas le droit de se parler, et puis on va voir tous les sentiments de l'auteur, son ennui, son sentiment d'impuissance, son sentiment d'inutilité. Bref, le manga est vraiment très bien fait, même si l'auteur nous avoue à la fin du titre qu'il a un petit peu embelli son quotidien parce qu'il ne parle uniquement des codétenus avec qui il s'est bien entendu, et il dit qu'il passe sous silence tous ceux qui ont été vraiment pas sympas avec lui, et donc déjà son quotidien n'est pas facile, hein. 9 personnes dans 16 mètres carrés qui peuvent sortir qu'une heure ou une demi-heure par jour, c'est vraiment horrible, mais alors en plus si il s'est fait passer à tabac par des gens et qu'il nous en parle pas, ça a dû être encore plus dur à vivre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un titre très poignant, que j'ai découvert une réalité que je ne connaissais pas du tout, j'ai appris des choses sur la Corée du Sud que je ne savais pas du tout. Je pensais pas qu'à la fin des années 90, comme ça, il y avait eu de la répression de mouvements étudiants, qu'ils avaient tué des gens, que le gouvernement était complètement corrompu. C'était vraiment très instructif, j'ai adoré le titre et je vous le recommande fortement si, comme moi, vous aimez bien les choses un petit peu historiques et autobiographiques. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les témoignages, et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Je passe maintenant aux séries dont j'ai lu un extrait, et je vais commencer par Don't Fake Your Smile, une série qui va être publiée chez Akata. C'est un shoujo qui est terminé en 9 tomes, et c'est par l'auteur de Lovely Love Light, Sweet Secret Heart et My First Love, que j'ai pas lu, donc je ne sais pas du tout si c'est une auteure que j'aimerais bien. En tout cas, j'ai envie de m'intéresser à celui dont j'ai lu un extrait. Dans ce manga, on va découvrir 3 personnages principaux. Niji, une jeune fille au caractère bien trempé qui est vice-présidente du club de judo. Gaku, un ancien petit rebelle qui est re-rentré dans le rang depuis qu'il est amoureux en secret de Niji. Et Iori, qui est le meilleur ami de Gaku et qui, dès le début du manga, va faire son coming out. On n'en sait pas plus dans l'extrait, mais dans le résumé, on nous tease un événement tragique qui va bouleverser la vie des 3 personnages principaux, mais on n'en sait pas plus, mais ça m'a donné envie de m'y intéresser. En plus, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Blue Flag dans l'extrait, et c'est une série que j'ai beaucoup aimée, mais j'imagine que ça va pas être exactement pareil, en tout cas c'est ce que j'espère, mais ça a l'air vraiment bien. Je pense que ça va aborder pas mal de thématiques, le fait que la fille ait un caractère très fort et bien trempé, le fait qu'elle soit un petit peu entre guillemets garçon manqué, la question du coming out du meilleur ami, et la question de l'amour adolescent en général. Ça peut être très intéressant, donc à voir. Moi j'ai bien aimé l'extrait, et donc du coup j'ai envie d'en savoir plus. Le deuxième titre dont j'ai lu un extrait, c'est aussi un shoujo, c'est aussi publié chez Akata, c'est Running Girl, une série qui est terminée en 3 tomes. Dans ce titre, Rin, une adolescente, a subi une amputation de son mollet suite à un cancer qu'elle a eu dans ses os, et elle a beaucoup de mal à accepter cette amputation, ce qu'on peut fortement comprendre, ça doit être vraiment très dur, et du coup sa rééducation est beaucoup plus longue que prévu. Elle est vraiment très mal jusqu'au jour où elle va découvrir les prothèses adaptées pour les sportifs, et ça va changer sa vie puisqu'elle va décider de se mettre au sport, et elle va même participer aux Jeux Olympiques Paralympiques. D'ailleurs, je crois qu'on dit les Jeux Paralympiques et pas les Jeux Olympiques Paralympiques, mais bon bref, vous aurez compris de quoi je veux parler. Le manga a l'air très bien fait et l'extrait donne vraiment envie de découvrir plus. On voit déjà les sentiments ambivalents qui peuvent exister, le fait que l'héroïne n'arrive pas à accepter son amputation, et puis elle a un déclic et après elle va avoir envie de se dépasser et de se transcender même. Du coup ça peut être très intéressant, et surtout l'extrait je l'ai découvert en juillet de l'année dernière et j'attends depuis que le tome sorte, et j'ai très envie
de le lire. Vous savez que je suis quelqu'un qui est vraiment impatient, donc je ne tiens plus, il était temps qu'il sorte. Je passe maintenant aux séries pour lesquelles je me suis fait un avis seulement avec le résumé et la couverture, et je passe à mon chouchou couverture du mois qui est encore chez Komiku ce mois-ci. Ça n'arrête pas ces derniers temps, leurs séries qui sortent ont vraiment des couvertures trop belles et les dessins ont l'air vraiment très beaux, et ce mois-ci ça va être Goodbye My Roses Garden qui est un seinen terminé en 3 tomes. Ce manga se passe dans l'Angleterre victorienne et on va suivre une jeune japonaise qui va débarquer en Angleterre pour essayer de rencontrer son auteur favori pour lui faire lire son roman. Malheureusement pour elle, elle a quasiment aucune information sur lui et donc elle va vite se retrouver démunie, mais heureusement pour elle, elle va se retrouver accueillie par une aristocrate qui va la prendre à son service et elle va devenir sa femme de chambre. Si tout pourrait séparer ces deux femmes de milieux très différents, leur amour pour la littérature va les rapprocher un petit peu trop au goût de leur entourage. On n'en sait pas plus dans le résumé, mais la couverture est vraiment très belle, les dessins ont l'air sublimes à l'intérieur et du coup je m'y intéresserai. C'est mon chouchou couverture, donc j'ai pas besoin d'en dire plus, il y aura une vidéo qui lui sera 100% dédiée. Le titre suivant est aussi publié chez Komiku, c'est un one-shot qui s'appelle The Wise Wise Beast et qui est par l'auteur de L'Enfant et le Maudit, Nagabe. J'ai acheté il n'y a pas longtemps son autre one-shot, Le Patron est une copine, qui est vraiment spécial, mais j'ai bien aimé quand même, je l'ai trouvé plutôt bien fait, et du coup même si là c'est un recueil de plusieurs histoires Boys Love, eh bien je vais m'y intéresser, surtout que je l'avais repéré aux États-Unis et que je l'avais pas acheté en me disant j'espère que Komiku va sortir ce titre puisqu'ils sortent à peu près tout ce que fait Nagabe, et du coup j'ai eu raison d'attendre. Donc là ça va être une histoire qui se passe dans une école de magie où des espèces de créatures anthropomorphes, donc mi-hommes, mi-animaux, on ne sait pas exactement, en fait c'est des animaux mais qui se comportent comme des humains, viennent pour apprendre la magie, mais ils viennent pas seulement pour apprendre la magie puisqu'ils habitent dans l'école et donc du coup il y a toute une tranche de vie qui se crée et des sentiments qui se développent entre plusieurs élèves, et du coup c'est ça qu'on va suivre. Il y a plusieurs petites histoires, apparemment ça a l'air très bien. J'avais feuilleté le manga aux États-Unis, j'avais trouvé que les dessins étaient vraiment ceux de Nagabe. Moi je les aime beaucoup, mais c'est des dessins vraiment spéciaux donc ça peut pas plaire à tout le monde, mais comme c'est un one shot et que j'avais très envie de l'acheter aux États-Unis, eh bien je vais l'acheter en France. Le titre suivant, je suis sûre de l'acheter parce qu'il parle de nourriture, c'est Hero Skills achat en ligne qui va être publié chez Delcourt Tonkam. C'est un seinen qui est en cours avec 5 tomes. Ce manga c'est un isekai où le personnage principal va se retrouver téléporté dans un monde de fantasy et il va avoir une compétence toute pétée qui est la compétence achat en ligne. Comme sa compétence est carrément nulle, les gens vont un peu le mettre de côté, mais c'était sans compter sur ses talents de cuisinier qui vont lui sauver la mise puisqu'il va rejoindre un groupe d'aventuriers pour lequel il va faire la cuisine, et un jour ils vont se faire attaquer par un démon loup qui va en fait proposer un marché à ce personnage. Il lui fait la cuisine 3 fois par jour et en échange lui il lui offre sa protection, donc il va être sauvé grâce à ses talents de cuisinier. J'imagine qu'on va avoir des histoires avec de la cuisine, des recettes, etc. Ça me fait un peu penser le pitch à Glouton et Dragon que j'aime beaucoup, et du coup eh bien je vais fortement m'y intéresser. De toute manière ça parle de bouffe, donc c'est sûr que je vais craquer. En plus au Japon cette histoire c'est un vrai carton. À la base elle était disponible en ligne, puis elle a été publiée en light novel, elle a été adaptée en manga, puis en jeu vidéo, puis il y a des vidéos YouTube qui en parlent, et il y a même eu depuis le début de l'année 2 spin-offs au Japon, donc vraiment il y a un gros engouement autour de cette série, donc j'imagine qu'elle doit être très bien, donc j'ai vraiment beaucoup d'attentes. En plus du fait que ça parle de nourriture, je me dis que si ça marche autant, c'est qu'il doit y avoir vraiment des concepts intéressants dans le truc, et ça me donne encore plus envie de le lire, et donc encore plus envie de l'acheter, et donc lui il est vraiment tout en haut de ma liste. Un autre titre qui m'intéresse, c'est Snack World qui va être publié chez Nobinobi. C'est un shonen qui est terminé en 2 tomes. A l'origine ce manga c'est un dessin animé, mais apparemment le manga peut être lu indépendamment si on ne connaît pas l'histoire du dessin animé, et moi je ne connais pas du tout l'histoire, donc ça tombe plutôt bien. On nous propose de partir à l'aventure à côté de Choup, le personnage principal du manga, qui va tenter de sauver le royaume dans lequel il vit pour ne pas qu'il tombe aux mains de l'ennemi. On n'en sait pas plus, on sait que les 2 tomes sortent d'un coup, donc l'histoire sera très vite terminée, et puis les dessins ont l'air mignons, et surtout tous les personnages de ce manga semblent avoir des noms de trucs de bouffe, et du coup moi ça m'interpelle. Il y a le sultan vinaigre, le roi papaye il me semble, enfin que des noms un petit peu bizarres comme ça s'appelle Snack World, donc forcément il doit y avoir un lien avec la bouffe quelque part. Ça me donne juste envie de savoir quel est ce lien, ça me met l'eau à la bouche et ça me donne presque envie de me faire une petite collation de nourriture pour me rassasier, mais une petite collation de manga aussi en lisant celui-ci. Et sans plus tarder, et dans un tout autre genre, je passe au manga suivant qui m'intéresse, qui est un shoujo qui va être publié chez Soleil Manga. Ça s'appelle Sayonara Miniskirt et c'est une série en cours avec 2 tomes. L'auteur de ce titre s'appelle Ayo Makino. Elle a publié un autre manga en France qui s'appelle The End of the World. Je ne l'ai pas lu, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos votre avis sur l'auteur et sur sa précédente série. Pour le titre qui nous concerne, on va suivre Nina, qui était membre d'un groupe de J-pop, mais malheureusement pour elle, elle a subi une grave agression pendant une rencontre avec des fans, et cette agression, on peut le comprendre, l'a traumatisée. Pourtant malgré tout, elle va décider de se relever et de retourner
retourner au collège, mais elle ne va plus du tout être la même. Elle va s'être coupée les cheveux très courts et elle va porter un uniforme de garçon pour essayer de ressentir un minimum de sécurité. Pas de chance pour elle, dans son lycée, il y a une vague d'agression. Du coup, ça va devenir le sujet principal de conversation entre tout le monde et ce manga apparemment soulève une grande question, c'est faut-il renier sa féminité pour sa sécurité? Alors moi, si j'ai un avis à vous donner, c'est que je trouve qu'il ne faut pas renier sa féminité par sécurité, parce que c'est pas le problème d'être féminine, le problème c'est les gens qui agressent, c'est pas les gens qui se mettent en jupe ou qui sont sexy, le problème c'est les agresseurs et du coup c'est plus une question d'éducation qu'il faut plutôt que de changer sa manière de vivre ou d'être ou sa manière de s'habiller. Après bien sûr je comprends que certaines ne veulent pas se faire embêter et choisissent de s'habiller plus sobrement, mais personnellement moi je me fais très rarement agresser depuis quelques années. Alors je sais pas si c'est parce que je suis trop vieille pour ça, mais je peux me balader dans Paris en jupe et je vais pas me faire emmerder, donc du coup je pense aussi que je ne suis pas très bien placée pour donner un avis là-dessus, puisque comme je me fais pas embêter récemment, et bien ça joue aussi sur mon point de vue, même si quand j'étais plus jeune, je vous avoue que des petites insultes bien cocasses, j'en ai entendu pas mal. Quoi qu'il en soit, le thème de ce manga peut être très intéressant s'il est vraiment bien fait. J'espère pas qu'on va nous dire qu'il faut s'habiller en garçon pour ne plus avoir de problème, parce que c'est totalement faux, hein. Il y a des filles qui sont pas du tout sexy et qui se font emmerder aussi. Donc du coup, je pense pas que ça prendra ce point de vue-là. Je ne l'espère pas en tout cas, mais c'est vraiment un sujet qui peut être très bien et du coup, j'ai très envie de voir ce que ça va donner. C'est une affaire à suivre. En même temps que ce titre, les éditions Soleil Manga vont sortir un recueil de plusieurs histoires de cet auteur avec plusieurs héros, des filles timides, des filles au caractère plus trempé, et si j'aime bien la série Sayonara Miniskirt, et bien je pense que je prendrai le petit one-shot. Le titre suivant qui m'intéresse, c'est un one-shot qui va être publié chez Kiyun, c'est un seinen et ça s'appelle Shino ne sait pas dire non. Et en France, il y a déjà plusieurs autres titres de ce mangaka qui ont été publiés, il y a Les liens du sang, Happiness, Dans l'intimité de Marie, et le dernier c'est Les fleurs du mal. Alors moi j'ai lu que Happiness, qui est un manga qui parle de vampires, mais je crois que les autres sont des mangas qui font beaucoup réfléchir et qui sont très psychologiques. Et je pense que ce one-shot va être très intéressant et très psychologique, puisque l'héroïne Shino souffre d'un trouble du langage qui l'a toujours handicapée. Elle est très timide, très effacée et elle n'a aucun ami, mais elle espère qu'avec son entrée au lycée, eh bien les cartes vont pouvoir être redistribuées et que tout cela va changer. Malheureusement pour elle, son trouble du langage ne lui fait pas de cadeau et au moment de se présenter, elle va bégayer sur son nom, ce qui va amener beaucoup de moqueries de la part de ses camarades et du coup elle a l'impression que c'est le même cycle qui va encore se rejouer. Pourtant elle va peut-être avoir le droit à une autre chance grâce à Kaio, avec lequel elle va entreprendre une démarche artistique. On n'en sait pas plus dans le résumé, mais ça donne beaucoup envie de s'intéresser à ce titre, d'autant plus que l'auteur du manga a souffert de ce trouble pendant l'adolescence, donc je pense que les propos vont être vraiment très vrais et très empreints de son expérience et ça peut être super intéressant et du coup j'ai super envie de le lire. Un autre titre qui va être très psychologique je pense, c'est le manga Transparente qui va être publié chez Kurokawa, c'est un seinen qui est terminé en 4 tomes. Face au quotidien dur et insupportable qu'elle vit dans une famille maltraitante, Aya ne rêve que d'une seule chose, devenir invisible, devenir transparente. Sans que l'on sache pourquoi, elle va un jour avoir le pouvoir de se rendre invisible quand elle le souhaite. Alors comment elle va se servir de ce don pour changer son quotidien? Eh bien dans le résumé, on nous laisse entrevoir le fait qu'elle va pas forcément faire les bons choix. Ou en tout cas pas forcément des choix très éthiques, puisqu'ils nous sont décrits comme des choses qui vont au-delà de l'imaginable. Alors moi, ce que je me suis imaginé, c'est qu'elle allait agresser sa famille maltraitante, mais on n'en sait vraiment pas plus. Mais du coup, comme je me suis déjà posé beaucoup de questions rien qu'avec un petit résumé de 5 lignes, vous vous doutez bien que j'ai très envie de savoir ce qu'elle va faire de son invisibilité. Et donc il y a de très fortes chances que j'achète le manga. Et enfin j'arrive au dernier titre dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est une republication qui va être chez Kurokawa, c'est Full Metal Alchemist, l'édition parfaite qui va être terminée en 18 tomes. Même si j'aime beaucoup cet auteur, j'adore la série Arslan, j'adore Silver Spoon qui est une de mes séries préférées, mais je n'ai jamais sauté le pas à lire Full Metal Alchemist. Alors si vous me connaissez un peu et si vous avez vu toutes mes lectures par rapport à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à me dire si vous pensez que le titre va me plaire, parce que je me dis que peut-être l'édition parfaite c'est l'occasion rêvée pour commencer cette série. Pour ceux comme moi qui n'ont pas lu la série et qui veulent savoir de quoi l'histoire parle, eh ben on va suivre deux frères qui sont à la recherche de la pierre philosophale pour essayer de retrouver une vie normale, puisque leur vie était bouleversée suite à une expérience alchimiste qui a mal tourné. Ils ont essayé de ressusciter leur mère et
et pendant l'expérience, eh bien il y en a un des deux frères qui a perdu un bras et une jambe et l'autre qui a carrément perdu tout son corps et qui se retrouve bien coincé dans une armure, et du coup ils vont avoir toute une quête pour essayer de trouver cette pierre philosophale. Je n'en sais pas plus parce que j'ai pas lu le titre, mais ça a l'air vraiment très cool, et du coup voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que ça pourrait me plaire. Moi j'imagine que oui, parce qu'il y a quasiment tout qui me plaît, mais ceux qui l'ont lu en entier, est-ce que vous avez été déçus par la fin, est-ce que c'est bien de bout en bout, etc. N'hésitez pas à me dire plein de choses sur cette série, sans trop me spoiler non plus, parce que je sais que je suis pas dérangée par le spoil, mais ça serait quand même dommage de me raconter tout. Mais voilà, je suis très intéressée par vos retours. La vidéo doit être assez longue, je ne la fais pas durer plus longtemps, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez repéré pour ce mois-ci, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!